Nathalie! Et bonjour Christelle! Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui au podcast L'Inclusion, une personne à la fois, parce que c'est toi qui as été ma bougie d'allumage dans ce domaine-là. Puis j'avais envie, justement, de te faire connaître à tout le monde. Parce que ce que tu as fait pour moi, ça a eu tout le changement que ça a apporté. Puis je veux que, justement, les gens sachent c'est qui Nathalie Roussel? Ben écoute, c'est un plaisir partagé d'être là. C'est très touchant ce que tu me dis là. Oui, ben merci. Merci de ce beau témoignage-là. En fait, je suis contente d'avoir pu faire une différence dans ton parcours. Une énorme différence, oui. Tu as tout changé. C'est toi qui m'as comme permis de vraiment voir que je pouvais travailler dans ce domaine-là, puis que j'avais ma place dans ce domaine-là. Tu m'as vraiment fait sentir comme si j'étais importante, puis que ce que je faisais, tu sais, ça valait la peine que je poursuive là-dedans. Tu sais, puis là, on se rappelle, là, tu sais, nous, on s'est rencontrés, là, moi, j'étais un bébé, là, j'avais 18 ans, puis je débutais là-dedans, puis toi, tu m'as vu, tu m'as pris la main, puis tu as fait comme, viens-t'en, je vais te le montrer. Puis tu étais comme avant-gardiste parce que tous les gens que j'avais rencontrés dans ce domaine-là, bien, même pas dans ce domaine-là, ça n'existait pas, mais tous les gens que je rencontrais, ils étaient là comme, t'es un extraterrestre, pourquoi tu t'intéresses à ça? Puis toi, tu me voyais pas comme un extraterrestre, au contraire. Peut-être que finalement, on était deux extraterrestres, nous deux, puis c'est ça qui a fait que ça a tellement cliqué, puis que tu m'as donné juste mes ailes pour m'envoler. Bien, en fait, enfin, moi, j'avais une étudiante qui venait travailler avec moi qui s'intéressait exactement dans le domaine pour lequel je me passionnais, parce qu'il n'y avait pas de cours qui existait. Hein? Non, vraiment. Que, effectivement, tu étais une bébite, mais j'étais tellement contente de tomber sur une bébite comme ça. Qui est Nathalie Roussel? Quelqu'un qui est clairement plus vieux que toi, là, à ce que je comprends. Pas tant que ça. En fait, oui, je fais partie, moi aussi, je pense, de la catégorie des bébites avec un parcours un peu atypique. Autant dans ma formation professionnelle. Actuellement, puis même depuis 24 ans maintenant, je m'occupe de l'accessibilité universelle à la ville de Victoriaville. C'est moi qui, à l'époque, sur un contrat, a rédigé la première politique d'accessibilité. C'était très novateur pour une ville. Puis, je m'en occupe depuis ce temps-là et toujours aussi passionnée, même après 24 ans. Tu sais, dans la vie, là, des fois, on dit qu'on peut être sur notre X, là. Moi, j'ai un gros X en dessous de ma chaise. Je l'ai senti, ça fait longtemps, d'être vraiment à la bonne place. Puis pourtant, dans tout mon parcours, même au niveau scolaire, j'ai toujours senti que, soit que j'étais en avance sur des affaires. Exemple, moi, j'aurais voulu être architecte, j'aurais voulu être psychologue, j'aurais voulu être sexologue, mais il y a tellement de choses qui m'intéressaient. Puis, je me suis ramassée finalement à cause d'expériences de vie là, que je pourrais te raconter plus tard, mais à rentrer en psychoéducation à l'université. Puis, déjà, à l'époque, on commençait à peine la désinstitutionnalisation. Moi, je voulais travailler surtout avec des jeunes au niveau scolaire. C'est ça qui m'interpellait. J'avais le goût de faire de l'intégration dans les classes régulières, puis ça n'existait pas. On m'offrait pas ça. Fait que là, finalement, j'ai bifurqué en plein milieu de ma formation vers l'adaptation scolaire en me disant, ouais, OK, je vais aller chercher la formation, mais moi, je vais faire de l'intégration dans des vraies classes. J'ai chanté la même affaire! C'est drôle parce que maintenant, ça existe. Ouais. Hein? Mais à l'époque, ça n'existait pas. Puis bon, avec concours de circonstances et choix de vie, etc., je me suis ramassée, j'ai enseigné en région éloignée. Puis quand je suis revenue dans Civilisation, je vais dire ça comme ça, j'ai travaillé pendant un petit bout de temps avec un groupe de recherche parce que j'ai une autre thématique très chère à mon cœur qui est toute la littérature. Et je travaillais avec un groupe de recherche en littérature de jeunesse à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai été approchée, manée par... il y a eu une annonce pour la ville de Victoriaville pour écrire une politique d'accessibilité. Et je fais, pourquoi pas?
Je me suis présentée à cette entrevue-là et c'est très drôle parce qu'on en parle encore à l'interne. C'est moi qui ai mené l'entrevue, c'est moi qui posais les questions. Parce que je voulais clarifier avec eux autres, mais qu'est-ce qu'ils entendaient par accessibilité universelle? Moi, j'avais déjà fait mes recherches, puis ça venait tellement me chercher que finalement, c'est moi, ils m'ont appelé 5 minutes après que je sois sortie du bureau pour me dire que j'avais le poste. Et à partir de ce moment-là, il y a une belle aventure qui s'est créée. Puis depuis 2012, là, je suis vraiment à temps plein pour la ville, exclusivement en accessibilité universelle. J'ai même une équipe avec moi parce qu'il y a tellement de travail à faire. Il y a tellement de beaux projets que c'est ça, j'ai une petite équipe, là. Puis, tu sais, souvent les autres villes disent « Ouais, mais comment ça, là, que tu as une personne à temps plein? » Mais c'est parce qu'il faut comparer les bonnes affaires, là. Ouais. Au niveau de l'organigramme, on ne définit pas les tâches de la même manière. Il y a des choses que moi, dans d'autres villes, c'est plusieurs personnes qui les font. Ouais, fait que c'est juste qu'on gère ça un petit peu différemment. Fait que, bref, je m'occupe d'accessibilité universelle. Vu que les villes, tu le sais, tu travailles en accessibilité, en inclusion, on a certaines obligations légales. Ouais. Donc, le téléphone a beaucoup sonné à Victoriaville quand il y a eu des changements à la loi, puis l'obligation pour les villes de produire un plan d'action. Fait que, à partir de ce moment-là, ça a fait OK, je veux bien répondre à toutes ces questions-là, mais pourquoi on ne ferait pas un regroupement? Et on a créé le réseau Municipalité Accessible. Donc, je suis cofondatrice et je suis encore sur le comité coordonnateur. C'est la 15e année. C'est fou! Je fais, mon Dieu, le temps passe vite. Fait que, on a tellement plaisir à faire de l'accessibilité. Hein? Fait que mais oui. Le temps, c'est pas grave si ça passe. Fait que ça, c'est moi, mon parcours un peu particulier. Quand on me demande quelle formation tu as, en fait, je suis une touche à tout. Je suis allée me parfaire dans d'autres thématiques qui sont complémentaires, comme développement, la mobilisation là, des communautés locales. Dernièrement, avec même la ville à l'interne, là, on a été toute une cohorte l'année dernière à Victoriaville à faire un micro-programme en gestion au 2e cycle universitaire, drôlement intéressant. Fait que ça m'amène là, à travailler davantage maintenant sur tout ce qui est stratégique, tactique, que d'être davantage aux opérations. Tu sais, je suis à un autre niveau, faire de la planification stratégique, pour voir aussi comment on fait l'arrimage avec l'accessibilité ou l'inclusion dans tout ce qu'on fait à la ville. Oui, parce que c'est pas juste dans une sphère, là. C'est l'accessibilité universelle, le design inclusif, on le sait, hein, faut que ça soit un peu partout pour que ça fasse du sens. Ah, mais totalement. Écoute, moi, je relève d'un service. On m'a changé de service à quelques reprises. Je pourrais travailler dans n'importe quel service. Je dis souvent à l'interne, je les achale toutes égales. Tu sais, je fais pas de discrimination, absolument pas. Ils me connaissent toutes. Puis, effectivement, dans tout ce qu'on fait, il faut penser à est-ce que l'accès inclusif est là? Oui, c'est ça. Il faut en tenir compte, c'est important. C'est ça, c'est un tout. Vous étiez des avant-gardistes. Oui, ouais. Mais ça va tellement avec moi, ça, d'être... souvent, j'ai tendance à aller vite. En fait, ça va vite dans ma tête. Les projets, ça pop tout le temps. Et je suis jamais en manque d'idées. Au contraire, souvent, c'est plus en manque de temps. C'est là qu'il faut être plus créatif. Je connais ça. Oui, je sais. On se ressemble beaucoup à ce niveau-là. Mais avec la sagesse, hein, je suis pas mal plus vieille que toi, avec les années, j'ai appris à... Vu que je travaille au niveau du changement des pratiques au sein de l'organisation, à mieux respecter le rythme de mes collègues, mieux être réceptive à la résistance au changement, mieux les accompagner dans cette démarche-là. Donc, savoir que finalement, je ne peux pas changer des choses en 2 mois. Non. Hein? Souvent, on nous demande, comment ça, Victo, vous êtes des leaders en accessibilité? Ça me fait rire quand on se fait dire ça, parce que on ne se considère pas nécessairement comme ça, mais c'est l'image, semblerait, qu'on projette. Mais ça fait 24 ans qu'on en fait. Attendez-vous pas à atteindre les mêmes résultats en 3 ans. Oui. Tu sais, il faut prendre le temps de faire le virage. Tellement. C'est vraiment bien dit, ça. Puis ça m'amène à, pour toi, là, pour Nathalie Roussel, qu'est-ce que ça signifie, l'inclusion?
C'est tellement un concept qui peut être grand, un peu comme l'accessibilité à l'époque. En fait, je vois ça des fois comme des modes, hein? Oui, Ça ben passe. Là, il y a des nouveaux thèmes à la mode. Mais effectivement, même inclusion, c'est... Avant, on disait qu'on était une ville accessible. Maintenant, on dit qu'on est une ville qui se veut inclusive. Donc oui, ça me parle. Pour moi, c'est donner une place à tout le monde. C'est juste ça. Puis tout le monde au sens très, très large. C'est d'avoir l'ouverture d'esprit, de penser et d'apprécier, en fait, que chaque personne peut être différente. Puis que c'est beau d'être différent. Oui, Oui. c'est enrichissant pour la Oui. collectivité. Puis que tout le monde peut être contributif aussi. Ça, c'est ultra important. Puis ça ne veut pas dire qu'on va répondre aux besoins spécifiques de tout le monde. C'est pas ça pantoute pas être ça. inclusif. Non. Mais c'est d'emblée ne pas exclure quelqu'un. Ah, tu l'as tellement bien dit. C'est C'est exactement ça. D'avoir cette ouverture-là puis de ne pas avoir réponse à tout. Parce Ouais. qu'à la limite, la personne qui est devant toi, elle peut dire c'est quoi ses besoins et comment y répondre. Oui, puis là, on peut aller en adaptation, justement, puis faire Mhm. comme pour répondre à tes besoins spécifiques qui sont valables, qui sont valides. Oui. Bien, voici ce qu'on peut mettre en place. Mais déjà, d'avoir mis la structure qui est inclusive, ça va faciliter Oui. le tout, là. Parce que notre société, elle a tellement monté ça avec des stéréotypes. Hein? Ouais. Faut que ça rentre dans des petites gabarits. boîtes. Oui, des petites boîtes, des choses très cloisonnées. Puis, moi, j'aime ça quand on ouvre plus grand. Oui. Vraiment, que chacun a ses différences. C'est sûr qu'au départ, moi, on m'a embauchée pour une politique d'accessibilité universelle, en fait, qui visait les personnes en situation de handicap. Bien, c'était ça qu'on parlait au départ. Oui. Hein? Puis là, je me rappelle quand que j'ai commencé au début, tu sais, on faisait comme des caractéristiques spécifiques pour chacun des types d'handicap. Fait que, mettons, Oui. pour les incapacités visuelles, voici ce qu'on mettait. Mhm. Puis je trouve que ça a tellement évolué. Là, mon on parle Dieu, plus de comme oui. ça, hein? Mais Oui. c'était ça, là, une quinzaine d'années. Bien, ça existe encore parce que quand on regarde dans le code de construction, il y a quand même des choses encore pour les personnes en situation de handicap. Mais en 99, à Victoriaville, quand on s'est assis, parce que mon premier mandat, ça a été de réunir des personnes en situation de handicap, mais également des représentants de chacun des services chez nous à la ville. Puis on s'est assis et on a dit, OK, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble si on parle d'accessibilité universelle? Et d'emblée, on a déjà intégré tout ce qui était les situations de handicap temporaire, Ouais. les familles à poussettes, Mhm. les aînés, le livreur avec son chariot, là, les mêmes 2 marches là, sont aussi encombrantes que la personne en fauteuil roulant. Fait que dès le départ, nous, on ouvrait très, très large. Et je te dirais, depuis 2016, on fait l'arrimage des politiques sociales chez nous, ce qui nous a amené aussi à ouvrir plus large. Quand on parle d'inclusion, bien, on parle également d'intergénération, on parle d'immigration, on va aller personnes neurotypiques, neurodivergentes, personnes non-genrées. Oui. Donc, toute la personne, tout l'humain avec ses caractéristiques, ses besoins, sa réalité qui peut être différente d'une personne à l'autre. Ouais, l'inclusion, maintenant, c'est beaucoup plus large. Oui. Tandis que c'est ça, il y a 15 ans, on focusait juste, mettons, sur une clientèle type. Oui. Puis là, on a vraiment élargi. Puis c'est ça qui est beau. Oui, tu sais, si on n'est plus capable de mettre des stickers à quelque part, dire « Ah, ça, c'est accessible aux personnes handicapées », bien là, moi, je trouve qu'on est dans l'inclusion. Oui. Quand tu n'as plus besoin de l'identifier. Exactement. Ça, c'est comme notre rêve, là. Oui! Que ça n'existe plus, ce logo-là, Un jour, aux personnes un jour. handicapées. On espère le voir de notre vivant. Mhm. À quel moment que c'est apparu pour toi, ce goût-là pour l'inclusion? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Puis C'est pourquoi? drôle, hein? Ça remonte à loin. Moi, j'ai un grand vécu avec ma famille, avec le scoutisme. OK. Donc, j'ai baigné dans les valeurs scouts très, très jeune et moi-même, après, avec mes enfants, j'en ai fait beaucoup. Et je me rappelle, mes parents animaient des petits castors et c'est les plus jeunes dans les scouts. Et on accueillait, j'allais les aider à animer, même si je n'avais pas encore tout à fait l'âge à l'époque. Et on avait au départ une enfant qui était sourde. Et j'ai tripé. Elle parlait, sa mère venait parce qu'elle parlait le langage des signes, en fait la langue des signes, la LSQ. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre des mots en même temps que les autres enfants. J'ai tripé.
quand j'ai commencé ma formation en psychoéducation, d'ailleurs, j'ai suivi des cours de la LSQ en parallèle. Ça m'allumait, ça, de pouvoir intégrer des jeunes qui, au départ, on pense qu'ils sont quasiment dans une petite barrière à part, là, dans une cage. Surtout que là, souvent, un obstacle de communication, c'est quelque chose d'important. Surtout quand on parle de personnes sourdes, on parle de culture sourde. Ouais. Donc, dès à ce moment-là, ça m'a interpellée. Pendant toute ma formation à l'université, tu sais, l'été, on allait travailler dans notre domaine, hein, on essayait des choses. Et c'est un peu comme ça, moi, que j'ai tassé certaines clientèles. Dans le sens que, bon, je sais que je suis capable de travailler en délinquance, je l'ai fait. En santé mentale, je l'ai fait. Je l'ai fait également dans d'autres domaines là, plus spécifiques, en gérontologie également. Mais c'était toujours des silos. Ouais. Et ça m'achalait. Ce que je voulais faire, c'était carrément de l'inclusion, même si le terme, on ne l'utilisait pas à l'époque. Fait que, tu sais, graduellement, j'ai toujours travaillé sur des éléments comme ça, à intégrer dans le scoutisme des jeunes qui pouvaient avoir des besoins particuliers. J'ai travaillé dans les camps de jour, dans les colonies de vacances, où on accueillait des enfants qui avaient des besoins différents qu'il fallait prendre en compte. On n'était pas aussi évolué que maintenant. Non. Puis c'est drôle parce qu'actuellement, tu sais, je coordonne aussi avec mon équipe tout le programme d'intégration en camp de jour chez nous. Fait que tout ça m'a allumé de comment faire de la place à tout le monde. Puis, tu sais, dans mon cheminement personnel aussi, j'ai 3 enfants. J'en ai une qui vit des troubles anxieux. Donc, ça m'a amené à vivre une réalité en tant que parent. Puis, dans les dernières années, je dirais, en tant que proche aidante envers mes parents vieillissants, ma mère qui a vécu de l'Alzheimer et que ça n'a pas été facile d'accompagner ça. Maintenant, je comprends tellement mieux tous ces proches aidants-là qui ont besoin de répit. Qui ont peur de demander de l'aide, qui ont peur de déranger, qui se battent contre le système pour avoir des services. Et ça m'a beaucoup interpellée. Ça m'a amené à changer certaines approches aussi à la ville pour être plus réceptif à ça dans notre offre de services. Parce que je trouvais ça vraiment important. Fait que, tu sais, ça allait évoluer au fil des années. Puis avec toujours... Je te parlais de scoutisme tantôt, ça a l'air anodin, mais quand on connaît toute la pédagogie scout qui est maintenant, c'est drôle, dans les écoles, ce qu'on appelle la pédagogie du projet, c'est pas la commission scolaire qui a inventé ça. C'est les scouts. Ça fait longtemps que c'est là. En fait, c'est tout le principe d'accompagner le jeune pour qu'il développe son propre potentiel à faire les choses. Bien, c'est toujours l'approche que j'ai eue avec la politique d'accessibilité à la ville. On va faire les choses avec les personnes en situation de handicap pour améliorer les services pour elles, mais il y a des choses que je ne peux pas faire à leur place. Donc, c'est comment je peux m'assurer de mettre en place les conditions les plus favorables pour que la personne développe son plein potentiel. Oui, exactement. Mais c'est une co-responsabilité. Oui. La ville n'est pas responsable tout seul. Non. La personne aussi a son bout de chemin à faire. Oui. Puis, tu sais, on en parlait hors micro en plus tantôt. Puis, c'est ça qu'on disait, tu sais, que, tu sais, souvent, on voit les petites bulles, là, ségrégation, intégration, inclusion. Puis, les deux, on nommait que c'est important aussi d'avoir des fois cette petite bulle-là de pas ségrégation, mais qu'on appartient à un groupe puis qu'on a besoin de se retrouver dans ce groupe-là pour après ça mieux revenir dans le groupe d'inclusion. Fait que c'est de laisser le choix à la personne de se positionner à l'endroit qu'elle veut au moment qu'elle en a besoin. Tellement. Écoute, à chaque fois, nous, on se posait la question, puis on se la pose encore régulièrement à la ville, est-ce qu'on offre des activités adaptées ou inclusives? Puis finalement, tu sais, moi, j'ai tranché en disant, non, on continue à offrir les deux. Oui. Parce que ça devrait toujours être le choix de la personne
tout le temps. Une question de libre arbitre. Et c'est là qu'on vient jouer sur le pouvoir d'agir, le fameux empowerment, qui est si important, surtout à Victo, parce que Bill Ninack, qui est celui qui a créé tout ce concept-là, qui a beaucoup travaillé là-dessus, il est chez nous. Donc, j'ai eu l'occasion de le côtoyer et c'est vraiment là-dessus qu'on veut aller. Je ne peux pas faire les choses à la place des gens. Non. Il faut qu'ils fassent leur bout à eux. Oui, tu as tellement raison. Puis, tu l'as un peu mentionné, là, mais depuis que l'inclusion est rentrée dans ta vie, là, comment que ça a évolué au fil du temps? T'sais, on en parlait un peu, là, quand on a commencé, c'était plus, on le faisait pour un groupe de personnes, puis là, oups, on a évolué. Pour ça toi? s'est beaucoup élargi. Maintenant, c'est ça, on tient compte avec les politiques sociales de l'ensemble des clientèles. Puis ça, c'est le fun parce qu'avant, on avait chacun nos plans d'action à la ville. Les 4 filles, là, on avait 5 plans d'action parce qu'on gère 5 politiques différentes. Et maintenant, on les a regroupés ensemble et on s'est rendu compte, en faisant l'arrimage, qu'on a de plus en plus de projets qui sont toujours en collaboration, 2 à 3 politiques ensemble et des fois, tout le monde ensemble. Ben oui. De moins en moins des mesures qui sont spécifiques à une clientèle parce qu'on travaille sur le changement des pratiques. Oui. Quand on fait quelque chose, on s'assure de prendre en compte les besoins plus larges. Oui. Donc, ça a vraiment évolué depuis 24 ans. Mais c'est beau de voir que ça a évolué puis qu'on a pu suivre cette évolution-là puis, tu sais, s'ajuster, s'adapter en fonction de tout ça. Ah, totalement. Vraiment. Là, tu l'as un peu nommé, là, mais comment ça se met en œuvre, l'inclusion, dans ta vie professionnelle? Mais j'aimerais ça aussi savoir dans ta vie personnelle. Au niveau personnel, j'entends encore mes enfants qui sont très grands, comparés aux tiens, et qui se rappellent encore, tu sais, moi, quand ils étaient très jeunes, là, qui rentraient au secondaire, là, c'était l'époque où c'était à la mode de se traiter d'ortho dans la cour d'école. Oui. Que moi, je les reprenais. C'était un langage qu'on n'utilisait pas. Puis mes enfants me parlaient il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, nous, on connaît le bon vocabulaire à utiliser. Et ils reprennent leurs amis. Et ils parlent de personnes en situation de handicap. Et ils ont une belle ouverture à ça. Puis c'est drôle parce qu'au niveau personnel, moi, j'ai un nouveau conjoint depuis 2 ans avec une nouvelle belle famille qui, à l'intérieur duquel on retrouve 2 enfants à besoins particuliers. Et que pour moi, ça ne changeait rien. J'avais aucune appréhension, mais pour avoir discuté avec beau-frère et belle-sœur, je réalise à quel point, pour eux, avec mon ouverture, j'ai tellement fait baisser le niveau d'appréhension qu'ils pouvaient avoir face à une nouvelle personne qui rentrait dans la famille, puis quel regard j'allais porter sur ses enfants, la manière qu'ils les élèvent, ou peu importe. Puis moi, c'est comme, ben voyons, ça fait tellement partie de moi que... C'est ta normalité. Oui, c'est ça qui est beau. Oui, puis au niveau professionnel, tu vois, pour moi, l'inclusion, ça se fait une personne à la fois. En fait, le changement des pratiques, ça se fait comme ça. Oui. À force de sensibiliser mes collègues au quotidien, c'est rare, même si je donne la formation en grand groupe, je fais des groupes d'employés d'une 20aine de personnes, c'est beaucoup dans le 1 à 1 qu'on réussit à intervenir ou en tout cas à influencer les mentalités. Puis à changer le regard que les gens vont porter là-dessus. Tu sais, dans mon équipe, depuis plusieurs années, moi, j'accueille des personnes en situation de handicap comme stagiaires, comme employés, etc. Il y a plusieurs objectifs là-dessus. 1, oui, on veut soutenir l'employabilité. Pour nous, c'est important. C'est dans notre plan d'action. Mais la première raison, c'est que j'ai besoin d'aide, probablement. J'ai besoin de bras supplémentaires pour venir m'aider. Et l'autre objectif qui est sous-jacent et qui fonctionne le plus, qui est incroyable, c'est d'être un agent sensibilisateur à l'interne. Tellement. Tu sais, quand mes collègues... Moi, je vois pas de différence quand je regarde mon adjoint. Je le vois plus, son fauteuil roulant. Tu sais, pour moi, c'est comme la couleur des yeux. C'est pas la première chose que je regarde. Je vais miser toujours sur les capacités de la personne, mais c'est pas toujours le cas de mes collègues avec leur propre réalité. Donc, de côtoyer mes employés, mes collègues là, de mon équipe proche, ça change la donne. Écoute, j'en avais une qui a été enceinte 2 fois.
Combien qui m'ont dit « Je savais même pas qu'elle pouvait avoir des enfants. » Ben voyons donc. C'est pas parce qu'elle est en fauteuil roulant qu'elle peut pas être enceinte. Ben Voyons, oui. elle a une vie comme tout le monde. Ben oui, ils conduisent leur voiture. Ben oui. Donc, ça Ouais. vient briser des tabous. Mm. Et moi, je le vois au quotidien, le changement auprès de mes collègues, Ah dans oui. leur façon d'être. C'est extraordinaire. Puis moi, je me dis, ils deviennent des multiplicateurs dans Oui, notre on communauté. les aime assez, ceux-là. Oui, ça, c'est génial. Puis Oui. en formation, tu sais, souvent, même, ils m'approchent puis ils me disent « Hey, moi, j'en fais un acouphène. Ah, moi, ben, j'ai un enfant à besoin particulier. » Tu sais, ils Ça viennent permet nous de le raconter. nommer. Oui, Ouais. ils sont plus à l'aise de nommer les Vraiment. choses. Puis, de plus en plus, tu sais, même on parle de santé mentale. Ouais. Moi, je parle ouvertement qu'en tant que proche aidante, un moment donné, j'ai frappé le mur. Mhm. J'étais en arrêt de travail pendant 3 mois. Épuisement. Épuisement à la fois professionnel, mais surtout Personnel. de proche aidante. Que c'est pour moi, il a fallu que je prenne un temps de recul. Et ça fait en sorte, vu que j'en parle très ouvertement, que mes collègues viennent m'en parler, puis on agit là-dessus à l'interne aussi. Ouais. Comment on peut prévenir ça? Comment on peut prendre soin des proches aidants Mm. dans une organisation? D'être Mm. vigilant Oui, là-dessus. vraiment. Mm. Puis, tu sais, c'est beau là, que tu aies nommé les acteurs de changement parce que moi aussi, là, je le vois là, dans mon entourage que, tu sais, à force de me côtoyer ou de côtoyer mon domaine, eux autres aussi deviennent des acteurs de changement qui vont perpétuer. Puis, tu sais, sûrement que toi aussi, tu le vis, là, ben moi, je reçois souvent des photos de salle de bain pour me faire dire « As-tu vu, celle-là est vraiment pas accessible? » ou J'ai des collègues qui étaient partis en voyage à T'en l'étranger l'envoies. et qui m'envoyaient des « Hey, regarde, j'ai trouvé ça! » Je trouve ça tellement le fun. Oui, ils m'envoient un article qui ont lu sur l'inclusion ou sur l'accessibilité ou une activité X qui est inclusive pour les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, c'est arrivé même ce matin. J'ai reçu un courriel là-dessus. Je trouve ça tellement sympathique. Tellement. Puis en même temps, c'est là que je me rends compte, tu sais, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai besoin de sentir que je suis contributive Ouais. pour être sur mon X. Ouais. Que je fais partie des agents de changement, Oui, que je fais une différence. oui. Et Mm. je le sens tellement avec ces témoignages-là. Puis, tu sais, à quelque part, ce que je cherche à faire, c'est banaliser la situation de handicap. Oui. Aussi, pour quand on parle d'inclusion, ben oui, c'est pas... il ne viendrait pas à l'idée de faire de la discrimination entre les yeux bleus et les yeux bruns. Mm. Qu'il y ait des roulettes ou qu'il n'y en ait pas, on s'en fout. Tellement. Pour moi, ça a tellement plus d'importance. C'est juste au niveau logistique, il faut le savoir. Ouais. Pour pouvoir planifier. Pour s'ajuster. Oui, puis c'est pas toujours évident parce qu'on parle beaucoup de handicap invisible maintenant. Oui. Il y en a de plus en plus. Puis, tu sais, moi, régulièrement, je me retrouve en situation de handicap. J'ai des allergies alimentaires. C'est pas écrit dans mon front, là. Par contre, si je m'en vais dans un colloque puis qu'on ne m'a pas demandé Oui. « Avez-vous des allergies alimentaires? » Là, on panique. Hein? Hey, j'ai toujours du lunch avec moi dans mes choses au cas. Mais c'est une préoccupation. Donc, Oui. j'imagine la personne en situation de handicap qui ne sait pas s'il va avoir une rampe d'accès. Mm. La personne allophone qui ne sait pas si elle va avoir l'interprète. Oui. Tu sais, c'est toutes des choses. Donc, il faut parler ouvertement, il faut demander. Oui. Avez-vous des besoins particuliers? Oui. Mais tu sais, je rêve du jour où on n'aura plus besoin de poser cette question-là. Mais moi, je l'aime, cette question-là, puis je la pose toujours. Qu'est-ce que tu as besoin, tu sais, mettons dans le contexte de travail, qu'est-ce que tu as besoin pour bien travailler? Oui. Puis ça se peut que la personne, sur le coup, elle me le dise pas. Mhm. Mais moi, là, j'ai ouvert la porte à ce qu'elle puisse un jour venir me le nommer. Mais ça, je trouve ça chouette Mm. parce que, puis c'est même pas nécessairement, je trouve que c'est très inclusif. Tu n'es même pas obligé d'avoir en tête une personne avec des besoins particuliers. Je le nomme à tout le monde, moi. Ben oui, Ouais. parce que toi, tu peux avoir une préférence pour travailler debout avec un poste qui peut se lever, peut-être Ouais. à la bougeotte, hein, un petit peu, et tu as besoin de te lever régulièrement. Donc, c'est toutes des choses. Il y en a qui vont préférer travailler avec de la radio dans leur bureau Oui, parce que ça les aide à se concentrer. Il y en a d'autres qu'au contraire. c'est silence total. Comment on peut prendre en compte l'ensemble de ces besoins-là de la collectivité, Mm. tout simplement,
Oui. Puis c'est pas grave, c'est pas un caprice, Mm. c'est juste je travaille mieux ou je suis plus heureux, je me sens mieux dans cet environnement-là. Ouais, c'est drôle parce que moi, là, mettons, dans un milieu de travail, moi, j'aime ça travailler quand c'est sombre. Et moi, j'ai besoin d'une lumière ponctuelle. Puis OK. le reste, parce que sinon, ça me donne des migraines ou des affaires OK. comme ça. Fait que ça surprenait tout le temps mes collègues qui rentraient dans mon bureau puis que c'était super sombre. Ils étaient là comme, voyons, comment tu fais pour travailler? Mais moi, c'est ça que j'avais besoin parce que le néon, c'était trop fort comme lumière. Mais je comprends pouvais ça. l'ajuster, mon environnement, pour justement venir Ouais. répondre à ce besoin-là que moi, j'avais. Puis, tu sais, souvent, là, tu parles d'environnement, puis moi, ça m'amène à dire, la majorité du temps, la place où il faut intervenir, c'est ça, Ouais. l'environnement. Mm. Et là, c'est sûr, je mets mon chapeau ville, là, vu que je travaille pour une ville. La ville, on a toujours la possibilité, même on a la responsabilité d'intervenir sur Oui. l'environnement, Oui. parce qu'on est l'instance la plus proche du citoyen pour le lieu où ce qu'il habite. Oui. Tu sais. Donc, c'est nous qui va gérer de quoi va avoir l'air les rues, le trottoir, le bâti, peu importe. L'environnement, c'est toujours là que la situation de handicap apparaît Ouais. parce que l'environnement ne répond pas aux besoins. Exactement. Fait que nous, on vient jouer justement sur ces obstacles-là Oui, pour les enlever, pour plus que ça soit des obstacles. donc si on voulait être inclusif tout le temps, il faudrait avoir des environnements qui sont malléables, Oui. qui puissent s'ajuster aux besoins. Mm. C'est en offrant la diversité d'options, je pense que c'est là qu'on peut aller le chercher. tu sais. Oui, tu sais, là, la fameuse idée, là, un restaurant, on prend une bannière X, que son setup, c'est toujours avec des banquettes attachées, etc. C'est absolument Ouais. pas accessible, pas Non. inclusif. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une variété dans tous les restaurants? Là, je prends juste cet exemple-là. Pour répondre à tous les besoins, il y en a qui Exactement. ont besoin d'une banquette ou des Oui. chaises avec des accoudoirs ou des places où on peut enlever les chaises pour rentrer un fauteuil roulant ou rentrer une poussette. Parce que tu rentres avec la poussette puis le bébé. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est pas dérangeant? Ouais. Que c'est normal. Oui. Ben, ça l'est C'est normal ça. en plus. Ben oui, mais Ben, en fait, ça peut sembler dérangeant pour certaines Oui. personnes. Tu sais, puis Denis, qui est dans mon équipe, qui me disait toujours, tu sais, Nathalie, là, même la place la plus accessible au monde, là, la rampe d'accès 14 carats, là, tu sais, mais que tu rentres, tu te fais recevoir avec un air Oui, c'est bête. ça. Oui, c'est Parce que l'environnement tu physique, déranges. bien, social aussi, là, qui a un impact à avoir, là. Ouais. Oui, parce que tu es en hiver, puis que là, tu as de la slotch après tes roues de fauteuil roulant. Ah, mais Et ça là, m'a tu fait pour es les en bottes. train d'en répandre dans le hall non. d'entrée. Ah, Puis tu non. te fais regarder de travers. Ben voyons donc, mettez des tapis absorbants. De toute façon, ça va être moins glissant pour tout le monde. Mais c'est toutes des choses que on peut-tu rendre ça plus simple? Ben oui. Puis que ça soit juste comme banal aussi, au lieu de comme focusser justement sur ce qui dérange. Oui. En fait, l'inclusion, idéalement, ça ne devrait pas demander d'effort. Ouais. On a Ben- peut-être encore du chemin à faire pour ça. Oui, puis tu sais, souvent encore, je me fais le dire, ouais, mais si je le conçois comme ça va être juste pour une clientèle type. Puis je suis là comme, non, c'est pas ça que moi je veux t'amener. Je veux t'emmener justement des solutions qui vont faire que peu importe tes capacités, tu vas pouvoir accéder au bâtiment puis l'utiliser, ce bâtiment-là. C'est ça Oui. que je veux. Puis tu vois, moi, ce que je rêve, c'est qu'entre autres, les professionnels de la construction, les architectes, puissent développer le design inclusif Oui. davantage pour faire des beaux aménagements. Oui. Parce que Que ça paraisse pas. Oui, Oui. combien de fois? Oh non, tu vas mettre une rampe d'accès. Oh, mon Ben Dieu. oui, puis à l'air d'une rampe d'accès d'hôpital. OK, il y a sûrement moyen. Ben de moi, rendre je ça pense plus que beau. oui. Ben oui, puis je pense que pour moi, tu es encore plus un meilleur architecte si tu es capable de faire que ça va être aussi design, Oui, puis que ça va être beau, puis ça paraîtra pas, puis ça va l'être inclusif. Là, mais moi, je trouve que c'est là j'aimerais le ça que challenge. ça devienne une mode. Tu sais, Ouais. là, qu'il y ait le goût de s'investir là-dedans. En fait, j'aurais le goût de devenir architecte juste pour faire ça. Tu sais, là, pour aller jouer sur cet aspect-là, parce que je trouve que c'est un beau défi. Mais, tu sais, présentement, ils n'en parlent pas assez dans Non, le cursus je suis scolaire. d'accord. Fait que les futurs professionnels dans ce domaine-là, ils sont pas encore assez sensibilisés à cette notion-là. Puis le fait qu'ils sont pas en contact avec beaucoup de personnes en situation de handicap, ils n'ont pas cette conscience-là des autres puis des autres capacités. Fait que plus on va
on va intégrer, là, plus on va intégrer des personnes d'une diversité de tout genre, plus ça va devenir normal, puis que plus les gens vont faire comme « Ah ben oui, mais crime, mon ami, là, il sera pas capable de circuler dans le bâtiment à cause de ça, puis je vais y penser parce que je vais l'avoir vécu, puis je vais l'avoir vu, cette situation-là. » Bien, tu vois, t'amènes à un élément que j'essaie de faire le plus possible à l'interne chez nous maintenant, c'est qu'il n'y ait pas une seule personne répondante de l'accès inclusif. Ça devrait être une responsabilité partagée au sein d'une organisation. Ouais. Aussitôt que quelqu'un voit quelque chose, il lève le flag. Ça se peut qu'il n'y ait pas toutes les connaissances qu'on développe au fil des années. Là. C'est pas tout le monde qui connaît le code de construction ou qui a travaillé avec, mais qui est capable de reconnaître qu'il y a un obstacle que ça ne fonctionne pas. Il faut l'adresser. Ouais. Tout le monde devrait être en mesure de faire de la vigie là-dessus. Oui, puis de lever le flag pour justement là, qu'on puisse faire les ça ajustements. Serait génial. Oui, mais ça en faisant tous nos petits acteurs de changement qu'on va avoir. Oui, il faut continuer à les former. Pourquoi, selon toi, c'est si important, l'inclusion? Parce qu'en 2023, ça se peut pas qu'il y ait encore des gens exclus qui ne contribuent pas à l'enrichissement collectif. Je peux pas concevoir, surtout dans notre... mon Dieu, on est dans un monde civilisé, supposément. Supposément, hein? oui, Des j'aime fois, on ça. entend et on voit des choses qui sont aberrantes encore. Comment ça, on a encore à défendre des droits? Des droits, oui. Des droits humains de base. Oui, c'est ça, c'est tellement bien dit, là, c'est des droits. Fait que comment ça qu'on a encore des gens qui sont exclus de ces droits humains-là? Oui, pourquoi il faut encore aller justifier, argumenter pourquoi on fait ces choses-là? Oui. Bien, voyons donc, c'est pour que tout le monde puisse en profiter. Moi, c'est sûr qu'avec mon chapeau ville, j'ai le mandat de m'assurer que tous les services qu'on va offrir vont être le plus inclusifs possible. Mais tout dans la société devrait être comme ça. Ouais. Même le commerçant, juste pour son chiffre d'affaires, il devrait avoir intérêt à penser que tout le monde peut rentrer. Ben oui. Mais semble que ça augmenterait son pourcentage de vente. Mais c'est vrai ce que tu dis, tu sais, ces gens-là, souvent, ils crachent sur un pourcentage de vente parce que, justement, l'environnement n'est pas inclusif. Oui, un lieu touristique. Ben oui. On ne peut pas croire qu'il n'est pas accessible. Hey, une personne en situation de handicap qui voyage, elle voyage rarement seule. Ben oui. Ou même un mariage. Il s'agit qu'il y ait une personne dans la famille qui a une situation de handicap. Tu viens d'exclure plein de places qui font pourtant des mariages, des gros événements, etc. Mais il y a 6 marches à l'entrée, pas de toilette accessible. Bien, c'est-tu plate? Mais hein? Parce que grand-maman, elle se promène avec un déambulateur, puis elle va être là. Donc, je trouve ça déplorable qu'il n'ait pas pensé à ça au départ. Puis l'espèce de notion de rendre accessible, puis bon, inclusif, pour moi, c'est juste un palier de plus. Il n'y a pas d'étiquette. C'est pas plus cher quand c'est pensé dès le départ. Exactement. C'est prouvé même que c'est 0%. C'est ça. de puis plus même cher. Dans certains cas, c'est moins cher parce que je suis pas dans des équipements adaptés. Oui! Tu sais, le fameux miroir incliné dans la salle de bain. Pas besoin. Il coûte une fortune. Mais le don plus bas que tout le monde puisse se voir dedans, il coûte moins cher. C'est souvent plus esthétique. Ben oui. Je comprends pas. C'est comme les interrupteurs aussi. Tiens, pourquoi on les met si haut? Ça coûte pas plus cher de le mettre à une hauteur que tout le monde va pouvoir l'utiliser. Non, puis les enfants vont être autonomes aussi pour les utiliser. Ben oui, c'est un avantage, ça, quand oui. même? Ben, mais hein. Fait que, finalement. J'aimerais finir avec ma dernière question, c'est quel souhait aurais-tu en lien avec l'inclusion? Bien, ça peut sembler ridicule, mais ça serait qu'on en vienne à plus avoir besoin d'en parler, puis de justifier ce que c'est, que ça serait tellement intégré dans notre façon de vivre que ça serait là, tout le temps. Finalement, j'aurais plus besoin de travailler là-dessus. Bon, OK, peut-être que j'aurais pas de job, mais dans 10 ans, de toute façon, je vais être à la retraite. Est-ce qu'on est capable de se rendre à ça dans 10 ans? Mais mon vœu le plus cher, ça serait qu'il y ait des gens qui aient pu à se battre
contre le système pour faire respecter des droits de base, qui ait accès aux mêmes services que tout le monde et que ça soit reconnu. Puis pas juste en assistanat, c'est reconnaître qu'ils peuvent être contributifs, eux autres aussi, et dans toutes les sphères. En fait, faire une place pour tout le monde dans notre société, tout simplement. Parce que c'est donc bien beau d'être différent. Oui. Hein? Oui. Vraiment. Hey, merci. Merci pour ce bel échange. Ben, merci C'était à vraiment toi, plaisant. Christelle. C'est une très belle idée. Puis j'espère que ça va faire des petits. On l'espère. En tout cas, on va sensibiliser. Totalement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.